Bonjour à toutes et à tous. ISO 14001 version 2015, plus exactement l'intégration de la 14001 dans un SMQ de type 9001 version 2015. Nous allons voir donc le chapitre 6 de la norme qui traite de la planification dans ce module. Dans le chapitre planification, nous avons le paragraphe 6.1 action à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, qui est subdivisé en plusieurs sous-paragraphes, dont le 6.1.1 qui concerne les généralités, dans lequel on spécifie qu'il faut prendre en considération les enjeux et les exigences qui ont été traitées logiquement au chapitre 4. Nous avons besoin de tenir compte bien sûr du domaine d'application qui a été défini par rapport à votre activité. Nous devons déterminer dans les risques et opportunités qui sont liés à ces aspects et à ces obligations qui sont traités au chapitre 6 et autres enjeux et exigences qui ont été vus donc au niveau des paragraphes du chapitre 4, paragraphes 4.1 et 4.2. Donc là-dessus, il est nécessaire de prendre en compte les 3 points principaux que j'ai cités sur la formation, sur le module précédent, à savoir donner l'assurance que le système peut atteindre les résultats escomptés au niveau des objectifs, prévenir donc ou réduire les effets indésirables et s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Il faut rajouter à ça, sur ces généralités, que donc au niveau du domaine d'application, vous devez déterminer les situations d'urgence potentielles et donc avec la communication qui en découlera. Il faut avoir des informations documentées, ça fait partie des exigences aussi de la norme, donc sur les risques et opportunités et sur les processus que nous traiterons donc au chapitre 6. Dans la planification, nous avons le paragraphe 6.1.2 qui traite des aspects environnementaux maîtrisables à déterminer dans une perspective de cycle de vie. Il s'agit ici de prendre en compte tout changement réalisé dans le système, y compris les évolutions nouvelles, donc planifiées, pas que des changements de dernière minute non planifiés, les conditions anormales qui pourraient se produire et les situations d'urgence prévisibles. Il s'agit aussi de déterminer les aspects environnementaux significatifs et communiquer sur ces aspects. Il s'agit donc aussi pour la communication d'avoir bien évidemment des informations documentées sur les aspects, sur les critères utilisés, sur les aspects significatifs. Nous devons traiter les aspects environnementaux dans la perspective toujours du cycle de vie, donc perspective qui oriente la réflexion sur ce qui se passe en amont et en aval de la fabrication elle-même, en termes d'acteurs, de parties intéressées, de sites géographiques, comme je l'ai cité dans un module précédent, sur le contexte. Il est clair que les fournisseurs doivent aussi être sélectionnés en fonction de leur position géographique. Fournisseurs, transporteurs, bien sûr, fournisseurs de services aussi, des stockeurs, les consommateurs ou autres. Enfin, la réponse de toute façon là-dessus doit prendre en compte ce cycle de vie comme toujours. Les aspects et les impacts associés, donc nécessaire de prendre en compte bien sûr, c'est ce que je viens de dire, c'est associé en amont et en aval, les critères utilisés et les aspects environnementaux significatifs, les AES, que nous traiterons dans l'analyse environnementale. Cette analyse environnementale nous amène, est basée sur les aspects environnementaux bien entendu, nous amène à nous interroger sur plusieurs niveaux, à savoir d'abord construire un inventaire des aspects environnementaux. Qu'est-ce qui est concerné dans notre entreprise? L'eau, l'électricité, le domaine, enfin ça c'est pour l'interne bien sûr aussi, et l'externe avec les effluents, comment nous traitons nos effluents, combien nous consommons d'eau en amont, combien nous consommons d'énergie, quelle qu'elle soit, où nous stockons notre énergie, sommes-nous créateurs de nuisances au niveau bruit, au niveau circulation de camions, vous voyez,
voilà, il faut faire l'inventaire des aspects environnementaux concernés dont l'activité est génératrice. Analyser et hiérarchiser ces aspects environnementaux, il est clair que bon, pour un faible consommateur, une industrie qui consommera peu d'eau va préférer peut-être se tourner sur l'énergie qui va être un point prépondérant. Enfin, c'est le chiffrage qui va pouvoir nous permettre de pouvoir analyser tout cela. Donc il faut vraiment faire une analyse de l'état des lieux à un instant T et aussi avec un suivi. Parce que sur un point, à un moment donné, on va dire, les aspects environnementaux ne seront pas obligatoirement classés de la même façon. C'est au cas par cas, bien entendu, ça dépend de votre activité, sur la durée, sur la saison, ça peut avoir une saisonnalité là-dessus. En plus, de toute façon, il faut avoir un moyen de mesure, donc comme je disais à l'instant T, d'un état des lieux, mais il faut aussi avoir un moyen de mesure de suivi, pour voir si les actions que l'on va mettre en place aussi ont un effet positif, un effet négatif ou pas d'effet du tout. Consommation d'eau pour exemple, suivant les productions ou suivant donc les saisons ou suivant le degré d'activité, on peut avoir des différences assez importantes, donc il faudra des compteurs d'eau, il faudra des compteurs électriques, des compteurs chantier ou autres. On doit pouvoir avoir un suivi permanent de ces aspects environnementaux. Bien entendu, ça dépend aussi du coup, ça dépend, on va les classer aussi, on va intervenir aussi en fonction justement de l'efficience que l'on peut avoir sur la gestion de cet aspect. Élaborer des plans d'action environnementaux et bien entendu les mettre en place et faire le suivi des résultats escomptés et des résultats réels. Concernant cette analyse environnementale, si je reprends point par point, donc identifier le point numéro 1 qui identifie le contexte et les enjeux, là nous sommes tout à fait en amont. Les enjeux internes et externes pertinents doivent être identifiés. Nous avons donc la politique environnementale qui doit être définie et communiquée. Et nous avons donc les risques et opportunités qui ont pu être définis, mesurés, évalués à la base pour pouvoir définir donc notre contexte et nos enjeux. Concernant le point numéro 2 de l'analyse environnementale, qui est de réaliser l'inventaire des aspects et impacts environnementaux, il faut tenir compte donc du domaine d'application qui est la maîtrise de l'influence en lien avec une perspective de cycle de vie, toujours le cycle de vie omniprésent. Les développements en cours et futurs, faut bien les enjeux, les aspects, les impacts nécessairement vont varier en fonction de la stratégie de l'entreprise et donc du contexte. La situation, tenir compte aussi des situations normales, anormales, des situations d'urgence potentielle pour pouvoir définir les impacts. C'est clair que si on a un risque incendie, un risque de départ de feu, le fait de stocker les hydrocarbures ou les solvants à un certain endroit va peut-être être remis en question au niveau de situation d'urgence, ne serait-ce que pour permettre l'évacuation des personnes. Recueil d'informations donc et construction de l'inventaire. Là nous sommes sur la phase de l'inventaire. Donc nous allons à partir de toutes les informations stratégiques, tactiques existantes et futures réaliser donc ce recueil d'informations donc et construire l'inventaire. Dans l'analyse environnementale, donc, nous sommes sur le point numéro 3 qui est la hiérarchisation des aspects environnementaux et des risques et des opportunités. Donc nous sommes partis sur l'inventaire, nous avons utilisé des fiches types pour l'inventaire afin de déterminer où nous en sommes et d'enfin définir les aspects environnementaux et les risques et opportunités. La méthode de hiérarchisation des aspects environnementaux est importante. Donc c'est là les points à partir des fiches d'enregistrement, des consommations électriques, des consommations d'eau, des rejets d'effluents, des qualités qualitatifs et quantitatifs au niveau des effluents, pour exemple, les déchets aussi, les déchets inertes ou les déchets sensibles et ultimes,
que nous pourrions, la récupération l'évacuation de ces déchets ou la valorisation, enfin tout est important, il faut vraiment faire le point numéro 2 est important, et ça nous permet donc c'est pour ça que je le traite aussi là-dessus, sur le point numéro 3 de hiérarchiser en fin de compte quels sont les aspects environnementaux qu'il est intéressant de traiter, de mettre en place les actions qui sont importantes pour pouvoir diminuer l'impact. Donc définition donc, des critères de hiérarchisation et de la procédure associée. La mise à jour de l'inventaire donc des aspects essentiels, logique puisque ça va varier dans le temps en fonction des actions que l'on pourra pouvoir mettre en œuvre, et faire le lien donc avec la détermination des exigences de conformité, puisque là les exigences de conformité, comme je l'avais dit, c'est la réglementation pour l'exemple dans le sens large de la contractualisation, donc ça c'est omniprésent à tous les niveaux donc du SME. Dernière partie et quatrième de l'analyse environnementale. Il s'agit ici de mettre en place des plans d'action environnementaux afin de traiter les risques et opportunités, pour diminuer les risques et aller vers les opportunités. Donc nous avons les liens à matérialiser avec les processus du système, les objectifs, les contrôles, la surveillance, le mesurage, la préparation aux situations d'urgence, les exigences pertinentes des parties intéressées. Donc voilà, on fait le lien, on a défini qu'est-ce que nous allons mettre en place, et maintenant nous allons définir comment le mettre en place et comment le surveiller, comment le suivre, est-ce que ça reboucle bien avec les attentes et les exigences qui ont été définies au niveau initial. La mise à jour donc des plans d'action et comment bien lier l'analyse, puisqu'on est sur l'analyse environnementale. Donc on a les plans d'action, les risques et les plans d'action. Tout cela doit être lié pour pouvoir définir comment on fait, quand on le fait, quels sont les moyens à mettre en œuvre et quels sont les résultats escomptés. Pour la partie inventaire dans les aspects impact environnementaux, je vous ai spécifié sur cette diapo quelques outils que j'utilise moi, par exemple pour la partie 8, exemple et outils de relevé de suivi en maîtrise opérationnelle pour le chapitre 8 de la norme, où nous allons utiliser, j'avais cité quelques-uns tout à l'heure, les procédures d'identification, ok, là il y a des documents opérationnels par exemple, maîtrise opérationnelle, le suivi des résultats bruts, le suivi des consommations électriques dont on a parlé, performance centrale de production d'énergie, le suivi des rejets dont on a parlé, le suivi annuel des points de rejet. Pareil, le suivi annuel par polluant, le suivi d'émissions, le bruit atmosphérique, les déchets, les effluents liquides, la gestion de la flotte captive aussi au niveau des transports. Bon, ce sont des exemples, mais chaque document, chaque enregistrement permet d'avoir un suivi donc avec 1.0 et ensuite donc les évolutions en fonction des actions que l'on met en place. Donc c'est utilisé à la fois à l'inventaire et comme c'est utilisé au suivi aussi, c'est utilisé à la quatrième partie aussi. Le paragraphe 6.1.3, vu qu'il concerne les obligations de conformité, est important aussi bien sûr. Donc vous devez donc déterminer et avoir accès aux obligations. Vous devez déterminer de quelle manière elles s'appliquent. Les obligations, je vous rappelle, c'est tout ce qui est réglementaire et contractuel. Donc prendre en compte ces obligations pour le SME. Et vous devez donc avoir des informations documentées pour ces obligations de conformité, c'est-à-dire des enregistrements de toute action qui pourrait être menée et de l'efficacité bien entendu de ces actions. Concernant le paragraphe 6.1.4 qui concerne la planification des actions que je viens de citer à la diapo précédente, l'organisme doit donc planifier des actions environnementales, planifier comment les mettre en place et les évaluer, donc le suivi et les résultats attendus, en prenant en compte le contexte et les options envisageables. Donc la planification d'action là-dessus, c'est définition des objectifs environnementaux, les intégrer donc au niveau des processus, séparément ou en combinaison, envisager au travers d'autres systèmes de management. On a fait encore le rapprochement avec la NetMillen.
Donc, en fin de compte, on a tout le système, les processus métiers, donc au niveau technique, il faut financer donc un management là-dessus, et on a besoin des RH. Donc, on a besoin de planifier des actions en planifiant aussi les moyens donc, de mise en œuvre de ces actions et de leur suivi pour atteindre l'objectif défini. Nous sommes à présent sur un nouveau paragraphe, le 6.2, qui concerne les objectifs environnementaux et planification des actions, qui est subdivisé lui-même donc en sous-paragraphes, dont le premier, le site 2.1, qui est d'établir des objectifs déclinés, fonction des AES, donc, et respectant les obligations de conformité. Donc là-dessus, nous avons la direction qui a établi des objectifs au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Et donc ensuite, nous allons les décliner aux différents niveaux, bien entendu, jusqu'au plus bas, jusqu'à l'opérationnel, décliner ces fameux aspects environnementaux significatifs, ces AES. En respectant bien entendu les obligations de conformité qui sont toujours les réglementations diverses et variées et le contractuel pour dans la mesure. Nous avons donc aussi une cohérence nécessaire obligatoire avec la politique définie, la politique environnementale. Il faut que ces objectifs et ces ces actions soient mesurables, surveillées, communiquées. Et en plus, quelque chose qui n'est pas aussi absurde, c'est que ça reste des objectifs atteignables. Il ne faut pas avoir des usines à gaz, il faut que cela reste réalisable. Il faut bien entendu que le système soit totalement géré et suivi. Quand on dit géré, bien sûr, c'est suivi, mesuré, surveillé, communiqué, bien sûr. Et donc, pour tout cela, bien sûr, comme c'est une exigence de la norme, il faut que tous ces résultats et ce suivi soient documentés. Ce paragraphe, donc 6.2, est subdivisé, enfin, la seconde partie de ce paragraphe, c'est les 6.2.2, donc la planification des actions. Il s'agit ici de déterminer ce qui sera fait, comment ça sera fait, les ressources, ce qui sont nécessaires, qui le fera, bien sûr, quels seront les responsables, quels sont les délais, comment on va évaluer, avec quelle méthodologie on va évaluer, avec quels moyens, et donc avoir en clair un indicateur de suivi donc de chaque action considérée comme étant bien sûr importante, significative. Merci de votre attention et à bientôt sur un autre module ou un autre exercice.